18h-19h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. 18h37, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. On évoque la guerre en Ukraine, on a parlé des avancées de l'armée ukrainienne sur le terrain, on va parler de la centrale de Zaporijjia dans un instant parce qu'il y a encore des bombardements et la situation est très tendue sur cette centrale. Mais d'abord, j'aimerais évoquer avec vous, Général Clermont, puisque vous êtes avec nous, spécialiste de la défense, ces séquences assez surréalistes que la télé ukrainienne a diffusées. Je vais les décrire pour nos auditeurs, on va les regarder en même temps. Il y a un char qui arrive dans une plaine, on va se le dire. Semblerait que ce soit un char russe et on voit des militaires ukrainiens qui surgissent de derrière les talus. Il y a un drapeau blanc sur ce char russe et on voit des soldats descendre du char, courbés et se mettre allongés dans l'herbe pour se rendre aux soldats ukrainiens. Tout semble parfaitement mis en scène. Est-ce qu'on peut accréditer ces images qui nous sont encore une fois fournies par la chaîne ukrainienne de télévision? Est-ce que ça peut exister, ce type de reddition, ou est-ce que c'est vraiment mis en scène par la propagande ukrainienne? Qu'elle soit mise en scène ou pas mise en scène, en réalité, c'est pas très important. Dans toutes les guerres, dans toutes les guerres, il y a des redditions. D'ailleurs, et ça fait partie des conventions de Genève, des soldats peuvent se rendre, et à partir du moment où ils se rendent, ils sont traités comme prisonniers de guerre. On sait très bien qu'il y a des redditions côté russe, parce que c'est une armée très hétéroclite, avec tout type de militaires, des professionnels, des parachutistes, des vrais guerriers, et puis des conscrits qui ont été engagés à la va-vite, et qui sont très fragiles sur un théâtre d'opération. Donc, je ne pense pas que ça soit important. Les images en elles-mêmes, effectivement, elles sont très impressionnantes parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces scènes comme si c'était filmé en direct. Donc la guerre de l'information est importante. L'Ukraine la gagne depuis le début. La Russie la perd depuis le début. Il y a eu des redditions, souvenez-vous, à Mariupol. Mariupol, moi j'étais persuadé qu'ils ne se rendraient pas, les Ukrainiens, et qu'ils mourraient dans les sous-sols de l'usine de Azovstal. Ils se sont rendus, des redditions avec des drapeaux blancs. Ils ont été évacués, puis ils ont été libérés. Dans la guerre, il y a des prisonniers et des redditions. Pas tous. La question, c'est est-ce qu'il y a une reddition sans combat, c'est-à-dire une reddition alors que la ville n'est pas menacée, ou est-ce que c'est à l'issue d'un combat et on ne sait pas ce qui s'est passé avant? D'accord, mais là on voit qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'échange de tirs. Il y a peut-être eu des combats avant. Des soldats russes descendent du char et se rendent aux forces ukrainiennes. On sait qu'au début du conflit, l'armée ukrainienne a promis des primes. 10 000 $ pour un camion, pour un soldat russe qui donnerait un camion, 1 million de $ pour un avion de combat, 500 000 pour un hélicoptère, 100 000 pour un char d'assaut. Ça a un prix, ces redditions aussi. Ça, écoutez, je n'ai pas suivi cet épisode des prix des redditions. La guerre, c'est pas beau. La guerre, il faut essayer de l'humaniser. Les conventions de Genève essaient d'humaniser la guerre. Des prisonniers, ça existe. Il faut les traiter comme tels. Sans ça, c'est plus la guerre, c'est l'abomination. Éric Nolot, sur ces énergie, la séquences. Il y a quelque chose de plausible. Moi, je peux pas affirmer, garantir l'authenticité ou l'inauthenticité de cette séquence. Mais il y a des déserteurs. Il y a quand même eu des mouvements vers la frontière de milliers quand même de Russes, pas de millions de Russes, mais enfin des milliers de Russes qui essayaient de fuir. Il y a des gens qui se mutilent pour ne pas aller au front. Donc il doit y avoir des gens qui se rendent, qui font reddition. Moi, ça me paraît plausible. Que ça soit mis en scène ou pas, en tout cas, c'est révélateur, je pense, d'un mouvement de fond, parce que vous avez, le général l'a bien dit, il connaît éminemment le sujet, bien mieux que moi. Il y a d'un côté des gens qui se battent pour défendre leur territoire, et de l'autre des gens qui y vont un peu un fusil dans le dos, parce qu'on va parfois les rafler pour les mettre, après les avoir formés pendant 3 jours. Écoutez, ils n'ont pas envie de mourir pour l'Ukraine, c'est pas leur pays. On leur a expliqué pendant des années que c'était des frères, et maintenant on leur dit il faut aller buter vos frères. Voilà, ça donne un manque d'ardeur au combat que cette séquence illustre. Éric Revel. Alors moi je ne sais pas évidemment non plus si cette séquence est véridique ou pas. Ce que je note quand même, c'est la force du symbole. Et c'est cette partie-là que la télévision ukrainienne a décidé de diffuser. Et c'est quoi le symbole? C'est le symbole d'une armée russe qui se rend, et d'une armée russe qui est au sol. C'est-à-dire que sur les images, on voit les 2 soldats russes qui sortent du char, qui se plaquent au sol, et ensuite qui sont menacés avec des armes. Donc en fait, le symbole qui passe à travers ces images, vraies ou fausses, c'est l'armée russe qui capitule, l'armée russe qui est à terre. Et évidemment, c'est quand même si la séquence est vraie, c'est forcément une image de propagande parce que c'est utilisé par la télévision ukrainienne pour prouver que la grande armée russe n'est pas invincible et que là, précisément, elle est au sol. Nathan Dever. Alors, Général Clermont, peut-être vous voulez intervenir. A priori, mais c'était le cas déjà au début de la guerre. On avait montré un pilote
un pilote russe qui était éjecté et qui était fait prisonnier par les Ukrainiens. Après, on ne montre pas les images des prisonniers. Donc, ça fait partie des conventions de Genève. Hein, on ne les montre pas. On ne montre pas les images des morts, des blessés. Pourtant, Azovstal, on les a vus. Les Azovstal, on a vu les soldats ukrainiens qui se rendaient. Les soldats, bien sûr. Après, entre le fait que les conventions interdisent, recommandent de ne pas le faire, et la guerre de l'information, elle est centrale. Et c'est sans doute, il y a 2 nouveautés dans cette guerre. Il y a la guerre de l'information et la guerre des drones. Voilà, après, on peut en rajouter d'autres, mais à ce titre-là, elle est exceptionnelle. La guerre des drones, c'est-à-dire la guerre des images, c'est la multiplication. C'est la multiplication des drones comme engin de guerre. Que ce soit des munitions rôdeuses, des petites drones, des gros drones, des drones tactiques, des drones suicides. Il y en a des milliers du côté ukrainien et il y en a, commence à y en avoir beaucoup du côté russe également. Et là, c'est une guerre qu'on ne connaissait pas. C'est la première guerre des drones en réalité, de cette ampleur. Fournie par les Iraniens du côté russe. Alors fournie par un tas de pays, soit des drones militaires développés pour la guerre, soit des drones civils bricolés. Et les Ukrainiens sont devenus les maîtres pour bricoler les drones civils et en faire des armes de guerre. Ils en font des centaines, voire des milliers. Nathan Dever. J'étais d'accord avec Eric Revel, c'est-à-dire que ce qui est important... Pour une fois. Mais mauvais signe, dangereux. Mais sur un sujet important et grave. Et c'est que ce qui est important, là, cette image, c'est le symbole. Qu'elle soit vraie ou non, elle a été choisie et l'essentiel est là. Et ce symbole, c'est quoi ? C'est surtout le tank, me semble-t-il. C'est-à-dire que là, il y a l'idée de David contre Goliath, le combat inégal. Et c'est vrai qu'en cela, le symbole est très représentatif de ce qui se passe. Ce qui est vraiment sidérant dans cette guerre, impressionnant, c'est que vous aviez d'un côté, en tout cas, si on se remet en février dernier, un empire qui met en scène en permanence sa puissance. Il y en a connu d'autres dans l'histoire, au XXe siècle, on en a connu, et même avant d'ailleurs, des empires qui montrent les muscles, qui se jouent surpuissants, et en face, une nation qui est grande géographiquement, mais qui est quand même relativement faible, qui a une expérience politique de la démocratie qui est relativement récente, qui sortait d'événements même en politique intérieure, qui étaient relativement déstabilisants et qui devaient la rendre vulnérable, et on a vu les rapports de force s'inverser. Et ça, si vous voulez, je pense, tout à l'heure on parlait des erreurs stratégiques de Vladimir Poutine, en dehors des erreurs morales, juste sur le stratégique, je pense qu'il y a eu 2 paris qui a été... deux analyses de Vladimir Poutine qui étaient vraiment fausses et qui se situent toutes sur la question des rapports entre les forces et les faiblesses. Premièrement, il croyait que l'Occident était faible. C'est vrai qu'en 2015, l'Amérique et l'Europe ont fait preuve de faiblesse. Que ce soit Obama en Syrie, que ce soit l'Europe qui était complètement divisée sur la question des migrants, etc., qu'on n'a pas donné une image du tout forte. Mais là, il y a eu une puissance. Là, ce qui est en train de se montrer, c'est une puissance européenne énorme. Et la deuxième chose, c'est qu'il a fait aussi ce pari que la démocratie était plus faible que l'autocratie. Et notamment, tout son pari, me semble-t-il, c'était de se dire que, un peu comme le président afghan, qui était parti, si vous voulez, en jet, 2 jours après les Américains avec de l'argent pour aller dans un paradis doré, il a fait ce pari que Volodymyr Zelensky quitterait immédiatement le pouvoir pour un exil doré. Ce qui n'a pas été le cas. Et tout ce changement-là, cet événement qui était imprévisible, a entraîné, me semble-t-il, un courage généralisé. Alors, Charles Consigny, un mot. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Nathan Dever. Je voudrais aussi saluer dans le rôle de Joe Biden dans cette guerre, puisque Joe Biden, qu'on nous présentait comme sénile, beaucoup trop vieux pour être président, etc., en fait, il a été très punchy, et je pense que si les États-Unis n'avaient pas été aussi offensifs dans leur soutien à l'Ukraine, y compris jusqu'à peut-être pour les plus timides de tous ces décideurs et de ces experts, nous faire prendre des risques, c'est-à-dire en armant et en assumant d'armer lourdement l'Ukraine, d'aider fortement l'Ukraine. Je pense qu'il a aidé aussi l'Europe à sauter ce pas et à assumer cette démarche, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est probable que c'est ça qui portera ses fruits. Eric Revel, pas tout à fait d'accord. Maître Consigny a collé au nom de Biden le mot de punchy. Je suis désolé. Non, attendez. Alors, vis-à-vis de Poutine, il était sans mais vous pouvez avoir cette lecture. Après, vous pouvez avoir une autre lecture qui il a été efficace. C'est de se demander qui dirige vraiment les États-Unis aujourd'hui. Parce que quand vous voyez Joe Biden, lui qui incarne. Pardonnez-moi. C'est lui qui incarne. Quand vous voyez Joe Biden qui se trompe sur une sénatrice qui l'appelle dans une salle alors qu'il a été aux obsèques. Mais les hommes politiques, évidemment, qui se trompent sur on se perd un petit peu là. Biden, punchy, pas certain quand même.